Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal. La 5e TICAD se présente comme une tribune de relations d'affaires et d'opportunités diverses. À Yokohama, les dirigeants africains se concertent aussi autour des questions sous-régionales, à l'exemple des présidents Blaise Compaoré et Macky Sall. Le terrorisme se manifeste sous divers visages au Niger. Des islamistes ont tenté de se faire la belle après avoir abattu 2 gardiens de prison, une évasion qui suscite de nombreuses interrogations. L'invité du grand journal est la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale qui vient nous parler de la pension ivoirienne dont le paiement a entraîné une grande mobilisation ces derniers temps au guichet de la Caisse à Bobo et Ouagadougou. Madame la directrice générale de la Caisse, bonsoir et merci d'être venue ce soir sur notre plateau. Merci, je vous remercie. Tout juste à des chefs d'État et de gouvernement se tient une foire africaine le public japonais. On y découvre Envoyé spécial à Yokohama, Adjima David Tombiano, qui nous parle des relations d'affaires qui se tissent actuellement à la 5e TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. tout juste à côté de la conférence des chefs d'État et de gouvernement se tient une foire africaine qui mobilise le public japonais. On y découvre l'Afrique à travers ses œuvres, son artisanat et son potentiel économique. C'est très impressionnant d'être ici. Il y a beaucoup de produits de beaucoup de pays africains, le pays africain. Donc ça, c'est mon plaisir pour goûter beaucoup de produits, beaucoup de traditions pour la communication avec les gens. Toutes les choses, c'est intéressant pour moi. Oui. Sur cette plateforme, artisans, entrepreneurs et ONG africains exposent leurs produits, leurs technologies et leurs innovations. Donc nous présentons divers produits. De ce côté, ce sont les produits de ma société, donc des produits cosmétiques à base d'arbres et de plantes du Sénégal, donc le baobab, le nîmes et d'autres plantes ou le karité. Et de l'autre côté, ce sont plus des produits de consommation tels que le bissap, si vous avez été au Sénégal, le bissap, le bouilli et des jus et divers produits, des confitures, etc. manufacturés. Un stand ne passe pas inaperçu, celui de Emmanuel Cabré qui a fait le voyage de Ouagadougou à Yokohama avec les produits de sa galerie d'art pour explorer le marché japonais et trouver des partenaires. Je crois parce qu'il y a des Japonais qui viennent jusqu'à Ouaga. Bon, déjà on fait des affaires avec eux. Bon, c'est pour ça même que j'ai eu cette courage pour arriver ici au Japon. C'est la première fois que je viens au Japon. L'artisanat, bon, vendre en détail c'est bon, mais si on a des grossistes, des gens qui peuvent prendre beaucoup, c'est ça notre vision. Sur d'autres espaces, on discute de partenariats public-privé et des moyens d'accompagner l'investissement capable de porter la croissance. C'est le cas d'un symposium des hommes d'affaires qui se tient en marge de la TICAD. Henriette Kaboré, vice-présidente de la Maison de l'entreprise, a porté témoignage sur le leadership féminin dans le domaine des affaires et dégagé les possibilités de coopération entre opérateurs privés japonais et burkinabés. 9 pays qui étaient représentés à ce symposium et il y a eu des échanges constructifs et fructueux. On a parlé beaucoup des femmes, on a parlé de comment engager les femmes, comment faire évoluer les femmes, parce que vous savez, les femmes sont restées très longtemps dans l'ombre. Et aujourd'hui, le parcours accompli quand même, bon, jusqu'à maintenant, a évolué positivement, puisque aujourd'hui, vous voyez, on voit des femmes chefs d'État, on voit des femmes un peu partout, dans tous les postes dans la société. Mais seulement, ce n'est pas tout. Il faut continuer le combat. Il ne faut pas attendre encore 5 ans pour revenir à un autre symposium pour parler des femmes. Le commerce est une dimension majeure qui va marquer les relations entre le Japon et l'Afrique pour les 5 prochaines années. Les ressources du secteur privé japonais sont très attendues par les gouvernements qui veulent accélérer le développement de leurs pays respectifs. Pour financer les infrastructures du continent, on a besoin de sortir du cadre étroit qui jusque-là marquait la coopération. Nous ne pouvons pas nous endetter au-delà de 35% de concessionnalité.
tous ces efforts aujourd'hui, disons, toutes ces contraintes sont dépassées. Mais nous devons maîtriser le taux d'endettement, mais nous ne pouvons pas rester dans ce carcan. Les présidents Macky Sall et Blaise Compaoré se sont entretenus ce matin en marge de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Les deux chefs d'État ont échangé sur des sujets d'intérêt régional et sur les nouvelles initiatives de la TICAD en faveur de l'Afrique. Macky Sall au micro d'Adjima David Tombiano. Très bien. C'est surtout moi qui étais venu voir le président Compaoré pour lui rendre une visite de courtoisie, pour le féliciter aussi pour ses efforts dans la médiation sur le conflit au Mali. Vous savez qu'il intervient énormément au sein de la CEDEAO dans le conflit pour, avec son expérience, faciliter le dialogue. Et ce travail se poursuit malgré donc, la situation actuellement au Mali. Il doit aller vers les élections. J'étais venu échanger avec lui et aussi lui dire que je tenais à lui rendre une visite parce que depuis que j'ai pris fonction, je n'ai pas pu le faire malheureusement compte tenu de l'agenda accéléré des conflits aussi bien au Mali, en Guinée-Bissau que des urgences nationales au Sénégal. Et nous avons aussi échangé au plan bilatéral et surtout partagé des visions sur la situation sécuritaire et la nécessité de mettre une force rapide d'intervention. Maxime Koné va diriger pour la seconde fois le conseil régional de la boucle du Moun. Il a été investi hier à Dédougou. Maxime Koné place son mandat sous le signe de l'unité et la cohésion, œuvrer à la valorisation et à la gestion durable des ressources naturelles et travailler à l'accroissement de l'économie régionale sont ses priorités. Commentaire Nyalkiteda. C'est lui, Maxime Koné, qui dirige le conseil régional de la boucle du Mouhoun. Un conseil fort de 94 membres est présenté à l'assistance ce samedi 1er juin à la faveur de la cérémonie de remise d'attributs. C'est un conseil qui aura pour mission principale d'œuvrer à la valorisation et à la gestion durable des ressources naturelles, mais également à l'accroissement de l'économie régionale. Pour y arriver, le président propose une approche qui repose fortement sur une trilogie action, mesure et lobbying. Notre région est en chantier, il y a beaucoup d'investissements actuellement et donc nous devons en tant que représentants des populations d'être les sentinelles et surtout d'être en tout cas une interface entre les populations qui sont au niveau de la région et puis les filles et les fils. Et c'est pour cela que j'ai réellement lancé un appel à l'union, à la mobilisation tous azimuts. Le soutien, le conseil régional l'aura a commencé par le parrain de la cérémonie, Moumouni Nyankambari, ici représenté par la députée Awa Koté, mais également des filles et fils de la localité. Il compte sur le conseil régional pour faire reculer la pauvreté, car l'indice de pauvreté est à 56% dans la région. Je souhaite que, avec ce nouveau mandat, tous les membres du conseil puissent en tout cas œuvrer à ce que le plan de développement régional de la boucle du Mouhoun puisse être bien reprécisé, bien mis en application, avec la contribution de l'ensemble de tous les acteurs, sans considération de partis politiques, de religions. Le conseil régional aura comme référentiel de travail le PRD, le plan régional de développement. Un plan que Maxime Koné et son équipe devraient œuvrer à l'enrichir et à le vulgariser afin que la population s'en approprie. À Dédougou, ce samedi 1er juin, toutes les voix à la tribune ont plaidé pour la même cause, servir la région. La cérémonie a été mise à profit pour inaugurer 2 centres d'accueil réalisés par le conseil régional de la boucle du Mouhoun. Autre installation à la tête d'un conseil régional, celle intervenue hier à Manga dans le centre-sud. Isaka Kongo a été installé dans ses fonctions par le gouverneur de la région, Maïmouna Tombiano. Le nouveau président s'est engagé à travailler avec son équipe à bâtir le développement de la région en faisant appel à toutes les compétences. Estelle Judith Assorba. Voici le nouveau locataire du conseil régional du Centre-Sud. Isaka Kongo prend ainsi officiellement fonction à la tête de cette structure pour les 5 prochaines années. Il succède à Sa Majesté le Naba Padre, chef de Sapone. Le nouveau président est du parti majoritaire. Il va diriger un conseil régional fort de 32 membres et constitué de 3 formations politiques, l'UPC, l'ADF-RDA et bien évidemment le CDP.
Isaka Congo et son équipe s'engagent à inscrire leurs actions dans la continuité de l'œuvre entamée par leurs prédécesseurs. Nous avons un plan régional de développement et nous allons travailler à relire pour qu'il puisse s'adapter aux exigences de la stratégie de croissance accélérée du développement durable. Nous avons dit qu'ici, il y a des problèmes d'agriculture, il y a des problèmes d'emploi des jeunes, il y a des problèmes de gouvernance. C'est autant d'axes vers lesquels nous devons aller, c'est autant de chantiers qui nous attendent et nous comptons sur la mobilisation des fils et des filles de cette région. Nous comptons sur l'engagement de tout le monde pour réussir cette mission. Ce soutien, il en bénéficiera certainement. C'est une promesse faite du haut de ce parloir au nom des 4 coparrains, tous fils de la région. Jean-Bertin Ouedraogo a aussi invité la nouvelle équipe à être au-dessus des considérations partisanes pour mener une action unitaire en vue de répondre aux attentes des populations. Les défis sont nombreux et colossaux, certes, mais seul le travail et la cohésion sociale de la population permettront au président et à ses collaborateurs de les surmonter. Il faut travailler sur le civisme des jeunes, des populations. Il faut également mobiliser les cadres, et les jeunes, les femmes. Il y a vraiment des défis énormes et nous avons voulu les assurer de notre collaboration, de notre soutien également. Moment propice pour le nouveau locataire du conseil régional de traduire sa reconnaissance à ces hommes et femmes qui œuvrent aux côtés de sa structure. Il a ensuite donné rendez-vous à la population sur les chantiers du développement afin que rayonne le centre-sud. Le directeur provincial de campagne du CDP, section du Kadiogo, ne veut oublier personne dans sa tournée de remerciements au lendemain des élections de décembre dernier. Les populations de Ranyongo, Yamtenga et Balkui ont accueilli hier la délégation du CDP qui a fait d'une pierre deux coups en leur expliquant le bien fondé du Sénat et son importance dans le renforcement de la démocratie. Yolande Lompo, reportage. Arthur Kafando, natif de Dayongo, s'adresse à ses parents. C'est un directeur provincial de campagne comblé, accompagné de son adjoint et de quelques membres de son parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès, qui est venu pour dire merci et témoigner sa reconnaissance à la population de Dayongo et des villages environnants pour leur engagement politique, mais aussi leur expliquer le rôle du Sénat. Il fallait qu'aujourd'hui, on puisse donc leur dire que vraiment leur adhésion nous a permis d'engranger une belle victoire. Et c'est celle qui nous a conduit à être majoritaire pratiquement dans tous les arrondissements et aussi briguer un poste au niveau de la mairie centrale, de même qu'au niveau des autres arrondissements et communes rurales. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'était un devoir pour nous de leur réitérer ça et de profiter également de leur parler du Sénat. Situé dans l'arrondissement numéro 1 du nouveau découpage au secteur 47 de Ouagadougou, la commune de Dayongo compte environ 220 000 habitants et 6 secteurs. À ce meeting de remerciements, jeunes, femmes et anciens ont tous soumis leurs préoccupations aux membres du parti. Des préoccupations qui se résument au manque d'eau, d'électricité, de logement et d'emploi. Ici, il n'y a pas de parti dominant, c'est le parti CDP qui est dominant, non pas de parti concurrent à côté du CDP au niveau de Dayongo. Nous leur dirons de continuer en tout cas à faire confiance au CDP. Il y a un certain nombre de doléances et pour ces doléances, nous allons essayer de voir avec le parti, mais aussi avec le gouvernement, comment nous pourrons faire des efforts de pouvoir en tout cas réaliser dans le programme du président et dans les 5 ans à venir, comment nous pouvons réaliser en tout cas ces doléances qui nous ont été soumises. Dayongo étant une jeune commune, des mégaphones et une moto ont été remis à son premier responsable séance tenante afin de l'accompagner dans son fonctionnement. Le sport étant un facteur de rassemblement et de détente, les jeunes ont eu droit à un lot de matériel sportif. Neri Philippe Bonkungu, désormais maire de la commune rurale de Zerguin dans le Namentenga, à la tête d'un conseil municipal de 33 membres. Le nouveau maire se dit prêt à faire face à de nombreux défis, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. Kadi Ouattara, c'est Sylvestre Da.
Des prestations de masques et d'artistes traditionnels du terroir ont rythmé cette cérémonie qui a vu Neri Philippe Bonkongu officiellement installé dans ses fonctions de maire de la commune de Zéguédéguin. Élu sous la bannière de l'ADF-RDA, il succède à Kourita Edmond Dabilougou. À présent, au pied du mur, les défis à relever pour le bien-être des 24 000 habitants de Zéguédéguin sont énormes. Malgré les efforts consentis, beaucoup reste à faire, notamment en matière d'éducation, de santé, de sécurité, de participation citoyenne à la vie de la commune. En effet, braquage, faible taux de scolarisation sont autant de mots qui minent notre commune. Par rapport à cela, et dans une dynamique de concertation et de confrontation mutuelle, vous devez faire des observations constructives dans le but de stimuler de façon permanente notre volonté d'aller de l'avant. Ainsi, donnons-nous la main et ensemble œuvrons pour un épanouissement et un rayonnement de notre commune, car comme le souligne un adage populaire, une seule main ne ramasse pas la farine. Et justement, parce qu'une seule main ne ramasse pas la farine, Neri Philippe Bonkongu pourra compter sur un conseil municipal fort de 33 membres et sur l'ensemble de la population afin de construire ensemble, main dans la main, un Zéguédéguin prospère. L'heure est venue de nous entretenir avec notre invitée, Madame la Directrice Générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, la CNSS. Alors, Madame la Directrice Générale, ces derniers temps, nous avons assisté à une affluence au niveau des guichets des directions régionales de Ouaga et Bobo. Nous avons été informés que c'est le paiement des pensions de Côte d'Ivoire qui fait courir tout ce monde. Pourquoi une telle affluence cette fois? Merci, Bazier. Effectivement, la Caisse nationale de sécurité sociale de Burkina Faso a signé des conventions avec la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire, CNPS, et la Caisse générale de retraite des agents de l'État, la SEGRAE, l'équivalent de la Carrefour. Et avec ces deux conventions, nous payons les pensions, nous gérons les pensions de tous les travailleurs qui ont travaillé dans le secteur privé en Côte d'Ivoire et dans le secteur public, notamment dans la régie Abidjan-Niger, qui était une société nationale et qui sont passés après au Burkina Faso et travaillant à la RAN et à Sitaray. Donc voilà, ce sont ces catégories de retraités que nous gérons. Et dans ces conventions, nous avons des accords de caisse également qui permettent à la Caisse nationale de sécurité sociale ou à ces deux institutions sœurs de la Côte d'Ivoire de payer les pensions de ceux qui auraient décidé de rester dans l'un ou l'autre pays. C'est ainsi que à tout moment, nous payons effectivement ces pensions-là. Mais ces derniers moments, vous avez effectivement remarqué l'affluence, il s'agissait d'un contrôle physique. Le contrôle physique, c'est également un outil de gestion qui est mis à la disposition des organismes de prévoyance sociale ou de sécurité sociale de vérifier à un certain moment, malgré les certificats de vie que les pensionnés sont obligés de produire tous les 6 mois, de s'assurer que ces personnes sont physiquement là et que les données correspondent toujours aux données qui existaient lorsque l'intéressé travaillait et lorsque l'intéressé a demandé la liquidation de ses pensions. Donc c'est tout à fait normal ces contrôles physiques qui est un outil de bonne gestion aussi de nos organismes parce qu'il ne suffit pas de payer. Alors, tous les bénéficiaires sont venus en même temps? Bon, tous les bénéficiaires sont venus en même temps parce que nous avons fait un communiqué pour annoncer l'arrivée disons, des travailleurs de la CNPS dans un premier temps. Et ils sont arrivés du 29 au 8 mai. Le temps était très limite. Par rapport aux 7000, je crois, 102 pensionnés qui devaient être contrôlés, c'était un peu difficile. Donc, la direction régionale de Ouagadougou et de Bobo était seule concernée. Ce qui signifie qu'un ordre de paiement est souvent établi, mais vu le délai qui semblait court pour les pensionnés, tout le monde a voulu venir au même moment. Ce qui a expliqué qu'il y ait une aussi grande affluence par rapport aux autres jours. Nous avons dû déployer d'autres moyens pour pouvoir... on a même travaillé le 1er mai, ce qui est exceptionnel,
Nous avons travaillé le jour de l'ascension également pour éviter toute cette affluence, mais par rapport à tous les efforts fournis, nous n'avons pu effectuer que 1573 Justement, à vous personnes. entendre, tout le monde n'a pas pu être contrôlé. Tout le monde n'a pas pu être contrôlé. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour ces personnes qui n'ont pas pu être contrôlées? Nous avons effectivement fait un communiqué dans lequel nous avons rassuré tous les pensionnés qu'ils seront payés, que chacun sera payé là où il a l'habitude de toucher, de percevoir sa pension. Même s'il n'a pas pu être contrôlé. Même s'il n'a pas pu être contrôlé. Ça, c'est la délégation ivoirienne qui a elle-même décidé de le faire ainsi parce qu'elle a constaté que ce n'était pas possible, dans les délais impartis, de faire le contrôle de tout le monde. Parce que chacun était assujetti au moins à 15 questions. Certains ne se rappellent même plus de leur date de mariage, donc ils restaient là effarés. Et vous pouvez rester 3 à 5 minutes à ne pas pouvoir répondre à cette question. Et lorsque vous ne pouvez pas répondre à une question, on ne peut pas débloquer l'ordinateur pour que vous permette de passer à la caisse. Donc c'était un peu difficile. Et nous avons demandé à la délégation ivoirienne de voir comment nous allons organiser mieux le prochain contrôle. Ils reviendront au mois de juillet et je tiens à rassurer tous les pensionnés que la délégation ivoirienne va revenir au mois de juillet pour poursuivre le contrôle physique. Du moins, tous ceux qui n'ont pas été contrôlés, comme je l'ai dit, j'insiste, si toutefois vous partez devant les guichets de la CNSS et vous avez des difficultés, il faudra saisir la direction générale et précisément la direction centrale des prestations qui va vous expliquer à nouveau et peut-être même vous soumettre le formulaire, ils vont se préparer parce que cela se prépare. Ce qui a manqué aussi, c'est le fait que ça soit comme un contrôle inopiné. Nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour informer les pensionnés. Autrement dit, si c'était mieux organisé, on s'en serait sorti avec peut-être un maximum de personnes contrôlées. Alors, d'une manière générale, Madame la Directrice générale, est-ce que le paiement de ces pensions de Burkinabés qui travaillaient en Côte d'Ivoire, est-ce que ça pose problème au niveau de la caisse? Et quels sont les boulots d'étranglement? Le paiement ne pose pas de problème. La preuve, surtout au niveau de la SEGRAE, donc l'équivalent de la CARFO, donc les retraités de l'ex-RAN que nous gérons, il y a peut-être moins de problèmes parce qu'ils sont moins nombreux. Mais les problèmes, d'une manière générale, sont les mêmes. C'est surtout le fait qu'avec les problèmes que ceux qui résident en Côte d'Ivoire ont connus ces 10 dernières années, beaucoup prétendent avoir perdu leurs pièces. Ils ont reconstitué ces pièces. Et vous connaissez l'état civil. Il suffirait simplement qu'au lieu de vous appeler Talato, on vous appelle Talata, on dirait que ce n'est pas la même personne. Il suffit simplement de refaire un jugement supplétif tenant lieu d'acte de mariage et les dates ne coïncident pas parce qu'on ne se souvient pas ou il y a peut-être une erreur, je ne sais d'où, au niveau du nom et cela pose toujours problème. Donc la majorité des cas de réclamation, c'est toujours au niveau des pièces d'état civil. Nous avons envisagé une rencontre de travail avec surtout la CNPS de la Côte d'Ivoire. J'ai pris contact avec leur direction chargée des prestations, leur direction générale. Et bientôt, nous aurons une séance de travail pour dégoupiller tout cela. Il y a également aussi que certaines pièces ont été communiquées, peut-être en ce moment ou peut-être après, mais il se trouve que ces pièces ne sont jamais parvenues au destinataire. Donc, pour pallier toutes ces insuffisances, nous avons décidé également de signer une convention avec Citaraï. Ces derniers moments, nous envisageons partir chez Citaraï avec la CNPS et la SEGRAE également pour signer cette convention pour faciliter le transport des pièces. Voilà les deux problèmes que nous avons. Il se trouve par moment aussi que ce sont les retraités eux-mêmes qui n'arrivent pas à conserver les pièces. Et lorsqu'ils décèdent, ça devient un problème pour la pension de réversion. C'est souvent les pensions de réversion qui posent problème. Récemment, on m'a signifié qu'au niveau d'un pensionnaire qui est décédé en 2012, sa veuve aurait des difficultés pour trouver sa fiche de paye. Et c'est une pièce essentielle pour liquider la pension de réversion.
Donc voilà un certain nombre d'éléments que nous avons, de problèmes que nous rencontrons. Mais comme on dit, il faut toujours une solution à tout problème. Nous pensons pouvoir... Comme vous engagez des concertations avec la partie ivoirienne, vous pourrez peut-être aplanir toutes ces difficultés. Alors, Madame la Directrice Générale, tout récemment, vous venez de mener une campagne de souscription à l'assurance volontaire en Côte d'Ivoire. Est-ce que les Burkinabés ont compris le bien fondé de cette assurance volontaire et est-ce qu'ils adhèrent à ce produit-là? Je peux dire que les Burkinabés de l'étranger ont compris le bien fondé de cette assurance volontaire dans la mesure où ce sont les Burkinabés de l'étranger, soit de la Côte d'Ivoire, de l'Italie ou du Gabon qui nous ont contactés lorsque nous avons lancé la campagne de promotion pour nous demander de venir leur expliquer davantage afin qu'ils comprennent parce qu'ils pensent que cette assurance volontaire pour la retraite est une bonne opportunité pour eux dans la mesure où beaucoup travaillent dans le secteur informel, beaucoup travaillent dans le monde agro-silvo-pastoral, beaucoup travaillent dans des professions libérales là où ils sont et ne sont pas couverts par une sécurité sociale. Donc je pense que l'opportunité était la bonne et nous l'avons saisie. Nous avons commencé par la Côte d'Ivoire. Il y a l'Italie qui nous demande, qui nous presse de venir. Depuis l'année dernière, ils nous ont saisis et nous pensons pouvoir couvrir avec nos partenaires l'Italie, le Gabon et pourquoi pas les autres contrées comme la Guinée équatoriale où nous avons une forte communauté burkinabé qui travaille dans ce domaine. Et que répondez-vous à ceux qui croient que c'est de l'arnaque parce qu'ils ont été victimes d'actes d'arnaque dans le passé? Oui, bon, c'est de bonne guerre comme j'aime le dire. Lorsque on vous piétine une fois, vous ne souhaitez pas qu'on vous repiétine à nouveau. Mais je voudrais rassurer toutes ces personnes-là que la Caisse nationale de sécurité sociale est une institution nationale, citoyenne et solide. Donc nous ne pensons pas pouvoir percevoir des cotisations et ne pas être en mesure de payer en retour les pensions. Donc nous pouvons les rassurer dans ce sens-là. Et rassurer également tous les pensionnés qui ont été, en tout cas, sont venus taper à vos guichets pour les contrôles, mais qui n'ont pas pu être contrôlés, mais qu'en juillet, le contrôle va se poursuivre. En ce qui concerne la SEGRAE, ils viennent de terminer leur mission également. La reddition de compte a été également faite. C'est-à-dire, nous, quand ils viennent, puisqu'ils nous envoient le montant des prestations à payer, et en retour, nous devons aussi rendre compte et vice-versa. Donc la SEGRAE également est venue, leur directeur général a conduit la mission. Ils viennent de rentrer le 28 mai là. Et à leur niveau également, ils nous ont demandé de recueillir toutes les réclamations afin qu'on puisse trouver un moment pour échanger, pour aplanir tous ces malentendus. Voilà, merci beaucoup Madame la Directrice Générale de la Caisse nationale de sécurité sociale pour toutes ces assurances données à l'endroit de nos pensionnés de Côte d'Ivoire que vous gérez merveilleusement bien. La suite du journal, le Prytanée militaire de Kadiogo PMK continue d'encourager l'excellence à travers plusieurs manifestations comme celle qui s'est déroulée hier à Camboinsin. Les élèves de toutes les classes, les meilleurs en tout cas, ont été primés et ce sont les bras chargés de cadeaux que ces derniers iront en vacances. Claudine Bikaba. L'hymne du Prytanée militaire du Kadiogo PMK chanté en chœur par les élèves du premier cycle de cette école. Une école reconnue pour la rigueur, la discipline et la qualité de la formation qui y est faite. Et ce sont les résultats de ces efforts qui sont célébrés ce 1er juin. C'est pour moi un plaisir de venir au PMK chaque année justement pour participer à cette cérémonie qui permet de récompenser les meilleurs élèves de cette école qui a fourni tant de cadres civils et militaires au Burkina Faso, mais aussi aux pays africains. Pour célébrer l'excellence et promouvoir les valeurs que le PMK incarne, les meilleurs élèves de toutes les classes de la 6e à la terminale ont été primés. Les élèves qui se sont illustrés dans chaque matière dispensée ont été récompensés, ainsi que les majors du premier cycle et du second. J'encourage le travail bien fait, j'encourage les bons résultats et
C'est ainsi que j'exprime toute ma satisfaction à tout l'encadrement, à la direction de l'école, au cadre, au corps professoral, pour le travail qu'ils accomplissent depuis des années et qui fait de cette école une école de référence. L'un des élèves primés dévoile le secret de sa réussite. Pour moi, déjà, obtenir ce prix, c'est une grande fierté. Je crois qu'en toute chose, il faut de la détermination et beaucoup de volonté. Le chef d'état-major des armées a offert 2 ordinateurs portables aux 2 majors de l'école. Les autres prix sont composés d'ouvrages scolaires, de matériel didactique et des tenues de sport. Les instituteurs principaux du Burkina veulent laisser leur empreinte dans le système éducatif national. Pour ce faire, ils ont créé une coordination nationale. Les encadreurs pédagogiques de proximité se sont réunis à Koudougou en assemblée générale. Au menu des échanges, le bilan d'un an d'existence de leur coordination. Jacques Lamissa Tarpaga. Les instituteurs principaux sont au cœur de l'éducation nationale. Formés pour être des encadreurs pédagogiques de proximité, ces instituteurs prennent au sérieux leur rôle, d'où la création d'une coordination nationale. Nous sommes un mouvement associatif, c'est une association qui regroupe l'ensemble des instituteurs principaux du Burkina parce que notre corps est spécifique. Le fait que nous assurons l'encadrement de proximité, nous sommes au four et au moulin. Donc nous avons dit que c'est bien, au-delà de la conférence organisée par le MENA, que nous aussi on se retrouve pour discuter des problèmes particuliers des uns et des autres et partager les expériences. Première assemblée générale, les instituteurs principaux vont faire le bilan de leur année d'existence en association. Il est également question d'échanges sur le management des écoles à travers un partage d'expériences. Notre présence ici est le signe surtout que nous voulions les encourager et les accompagner dans les perspectives d'une éducation de qualité. Je voudrais, avec votre permission, vraiment inviter tous les instituteurs principaux à rejoindre la coordination. Je crois que c'est toujours mieux d'être avec les autres, faire valoir ses idées, même si dans la différence, on n'est pas fondamentalement, nous n'avons pas la même vision. Je crois que le fait d'œuvrer toujours ensemble, il peut arriver, et je crois que c'est ce que j'espère, que nous ayons un jour la même vision. Le parrain de ces journées de travaux a souhaité que les conclusions auxquelles parviendront ces instituteurs principaux fassent l'objet d'une attention particulière du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La Ligue des grandes écoles du Burkina a organisé une conférence sur le leadership animée par Eddy Komboigo, expert comptable, enseignant à l'université et député à l'Assemblée nationale. Les échanges ont permis aux étudiants de comprendre la notion de leadership et de se l'approprier. Reportage Drissa Seré. À peine un an après sa création, la Ligue des grandes écoles du Burkina, l'IGEB, organise ses 72 heures. 3 jours de réflexion autour de l'orientation professionnelle et du leadership. Invité à partager son expérience sur le leadership, l'expert comptable et député Eddy Komboigo soutient que le leadership n'est pas dans le fonctionnariat, mais plutôt dans l'auto-emploi. Mais moi, je vous invite à ne pas être fonctionnaire. Je pousse le culot et je sais. Et je vous dis, ne soyez pas fonctionnaire. Pourquoi? Est-ce que vous voulez être des leaders? Si vous voulez être des leaders, la fonction publique n'est pas un lieu pour être un leader. Face aux étudiants, le conférencier définit le leadership en 3 piliers. Le développement de l'intelligence abstraite, celui de l'intelligence pratique et enfin le développement de l'intelligence sociale. 3 types d'intelligence qui peuvent se résumer au savoir, au savoir-faire et au savoir-être. Comme je dis toujours, le mal et le bien vont ensemble. Les qualités et les insuffisances vont ensemble. Mais il faut savoir donc transformer les insuffisances en qualité. Quand on arrive, on devient un leader. La communication a permis d'approfondir tous les aspects liés au leadership. Les étudiants n'en attendaient pas mieux pour satisfaire leur curiosité. C'est un thème très important. Justement, pour ça, on a demandé aux parrains de venir intervenir sur ce thème. Et comme lui-même il a dit, en chacun de nous, il y a un leadership, on a une capacité qui est cachée en nous-mêmes pour savoir se découvrir. Ça peut nous servir parce qu'on a appris qu'avec, en étant leader, qu'on peut être leader partout. Même dans tous les domaines, à l'école ou bien dans la culture, si nous voulons seulement où nous sommes, de mettre tout en œuvre pour réussir ce que nous avons à faire et de réellement avoir foi, confiance en nous, en nos capacités.
on pensait que le leadership était une manière de s'imposer à la société. Mais au regard de ce que le parrain Kombiogo a dit, nous voyons que le leadership est plus une influence utile dans la société, paraît de façon utile dans la vie sociale, se montrer utile pour les autres. D'autres communications portant sur les disciplines de formation et le marché de l'emploi viendront compléter cette conférence sur le leadership qui a tenu en haleine l'assistance. Pour marquer les 20 ans d'engagement pour la santé de la mère et du nouveau-né, la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina Sogob a tenu son 6e congrès autour du thème « Audit en santé maternelle et néonatale ». La clôture du congrès a été par l'occasion pour la célébration du 20e anniversaire de la Sogob. Claudine Bikaba. Un Burkina Faso où les soins de qualité dans le domaine de la santé et de la reproduction sont accessibles pour tous, telle est la vision de la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina Sogob. Conscient que la mortalité maternelle reste encore une problématique dans notre contexte, la Sogob a choisi d'investir dans la recherche pour trouver des solutions adéquates afin de sauver la femme burkinabé des risques que représente l'accouchement. La mortalité maternelle reste encore un problème. La communauté doit être impliquée dans la lutte contre la mortalité maternelle. De même, les avortements, ils persistent et il faudrait prendre des mesures pour que les femmes n'en meurent plus. Par ailleurs, les gynécologues ont mis l'accent sur le dépistage du col de l'utérus pour prévenir les cancers souvent cause de mortalité chez la femme. Une initiative bien appréciée. J'ai trouvé une société dynamique, une société qui a de l'avenir parce qu'elle s'implique vraiment dans la résolution des problèmes de la mère et de l'enfant. À cette clôture, marquant les 20 ans de la Sogob, des certificats de reconnaissance ont été remis aux partenaires et aux invités du Bénin et de la sous-région œuvrant pour la même cause. Voyage en enfer, c'est le titre d'une œuvre autobiographique publiée par Edith Max Yagibou, sage-femme et puéricultrice à la retraite. Le livre d'Edith Yagibou est un témoignage de vie qui fustige les violences faites aux enfants au sein des familles recomposées et dont les conséquences sont parfois incalculables. Fousseni Kindo a lu pour nous ce livre. C'est un témoignage de vie qui transporte le lecteur dans les turpitudes de la vie d'une gamine d'avant les indépendances de l'Afrique occidentale française. Son auteur, Edith Max Yagibou, partage dans l'ouvrage les difficultés d'une cohabitation au sein d'une famille où la nouvelle compagne du maître de maison se taille des pouvoirs illimités. Après les avoir gardés durant plus de 60 ans, elle décide aujourd'hui de remuer ses souvenirs. J'ai tenu à en parler parce que pendant toutes ces longues années, le spectre de ce que nous avons vécu est resté ancré en moi. Je ne pouvais pas l'effacer. Ma sœur que vous voyez avait 2 ans, donc elle ne se souvient pas de grand-chose. Peut-être que mon frère qui vient juste après moi et qui lui est décédé pendant cette période-là, lui, il aurait pu me donner quelques appuis ici. Burkinabé par alliance, Edith Max Yagibou est née à Maradi au Niger de père togolais et de mère sénégalaise. En décidant de retracer ce récit avec une froideur et une lucidité dont elle seule a le secret, l'auteur avoue que ce n'est pas faute d'avoir essayé d'en discuter d'abord avec les protagonistes. Dans un premier temps, j'avais pensé que j'aurais l'occasion de parler face à face avec ces personnes qui ont été les protagonistes de notre tragédie. Et puis, il s'est trouvé que, aussi bien ma sœur que moi, on n'a plus vécu au Togo pendant longtemps. On est parti. Tout au long des 237 pages que comporte l'ouvrage, le courage de l'auteur de parler d'une enfance tumultueuse et la douleur de revivre des choses auxquelles elle avait décidé de ne plus y jamais penser sont saisissants. Et on sent un personnage libéré de la haine et de revanche.
C'est très libéré, d'autant plus que pendant longtemps, je suis restée malade de ça là. Et je faisais des cauchemars, beaucoup de cauchemars. Mes nuits étaient secouées. Il fallait aller voir, je ne sais pas quel médecin. La première fois que mon mari m'a dit, bon, tu sais, la nuit, ça ne va pas. Et puis tu parles, tu dis des choses. Je dis des choses, je dis quoi? Il ne sait pas qu'il sent que je suis fâchée, ou bien que j'ai peur de quelque chose, et que je crie, et que je... Ah, j'ai dit, oui, je sais c'est quoi. Et je me suis souvenu que cette femme-là, étant morte, elle est venue me visiter plusieurs fois. En attendant la suite et la fin de l'histoire, on peut bien savourer déjà le premier tome de Voyage en enfer de Dame Edith Max Yadibou. Bien plus qu'un récit autobiographique, c'est une autopsychanalyse édifiante des familles recomposées en Afrique. Une autre œuvre qui vient enrichir la littérature burkinabé est signée Paul Ado Zabré, est intitulée Dialogue intérieur. Cet ouvrage traite de plusieurs thèmes comme la corruption, le rôle des premières dames dans la société, la chefferie coutumière. Bref, c'est une peinture de la société actuelle avec ses problèmes et ses défis. Reportage Ramatou Zida, Frédéric Etienne Bassenga. Dialogue intérieur, un ouvrage qui met en une dizaine de thématiques. La morale, la déontologie professionnelle, la corruption, la chefferie coutumière ou encore l'ONU et le NEPAD. Paul Ado Zabré, dans ce tome 2, jette un regard sur ces thèmes en examinant les positions des uns et des autres pour ensuite donner une opinion en général nuancée. Moi, j'ai opté par des analyses analytiques, par la dialectique, d'apporter mes réflexions sur les problèmes qui nous harcèlent tous les jours et sur lesquels nous sommes toujours butés. Vous savez, il n'y a pas de problème sans solution. Mais il faut les analyser jusqu'au fond. C'est ce que j'essaie de faire, des propositions et de proposer des réflexions aux uns et aux autres. Peut-être c'est une voix qui crie dans le désert, mais j'aurais contribué à ma façon à influencer un peu la réflexion. Ingénieur en génie rural et écrivain engagé, Paul Ado Zabré a été militant actif de plusieurs associations au Burkina et en Europe. C'est fort de cet engagement qu'il invite les Africains à faire du dialogue une vertu cardinale, preuve d'une hauteur d'esprit. La mondialisation et la société de l'information, quelle place pour l'Afrique au sud du Sahara, est le nouvel ouvrage de Sœur Marie-Rachel Zongo. Sœur Marie-Rachel Zongo traite dans son œuvre de la mondialisation et de la société de l'information dans un contexte de lutte pour le développement. Oumou Sissé, Estelle Judith Assogba. La mondialisation et la société de l'information, quelle place pour l'Afrique au sud du Sahara, est le fruit de 8 ans de recherche de Sœur Marie-Rachel Zongo. Cet ouvrage évoque l'enjeu de la place de l'Afrique dans la globalisation de l'information et de la communication. L'auteur fait également une analyse pragmatique des médias et des nouvelles technologies en rapport aux outils traditionnels de la communication africaine dans le cadre du développement. Pour Sœur Marie-Rachel Zongo, la communication est incontournable pour le développement des sociétés africaines. La première motivation de ma recherche consistait à éveiller la conscience en Afrique et en particulier au Burkina Faso de l'importance des technologies de l'information et de la communication dans le processus du développement. Sœur Marie-Rachel Zongo est docteur en sciences et techniques de l'information et de la communication de l'Université salisienne de Rome. Elle est présentement enseignante à l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication à l'Université de Ouagadougou. Voyage au musée Yempalou des chefs coutumiers du Goulmou. Dans ce musée, on trouve des portraits des chefs coutumiers du Burkina. C'est une initiative de Daniel Beogo, instituteur à la retraite. L'éducateur a voulu par là contribuer à la sauvegarde et à la reconstitution de l'histoire du Burkina. Reportage Évariste Kombari. Musée Yempalou du Goulmou. Il s'agit plutôt d'une exposition permanente de photographies des chefs coutumiers du Burkina Faso. L'initiateur de ce musée, c'est lui, Daniel Beogo, instituteur à la retraite. Le travail d'archivage de Daniel Beogo l'a amené à sillonner le Burkina Faso à la rencontre de la chefferie et en quête de photographie. J'ai rendu visite à pratiquement tous les chefs de la région du Goulmou. Il n'y a pas une chefferie qui ne m'a pas reçu. Je suis allé dans les chefferies, travailler concrètement avec les chefs coutumiers. Globalement, je me suis investi personnellement parce que j'ai parcouru
les chefferies à mobilette. Il y a des endroits où ils allaient pratiquement à pied. Dans ce musée, on trouve les portraits des chefs coutumiers du plateau Mossi et surtout du Gourmou. J'ai mis l'accent sur les chefferies du Gourmou, mais en dehors de ça, j'ai travaillé avec les autres chefferies. Puisqu'à l'école primaire, on enseigne la chefferie Mossi de Tinkodogo, la chefferie Mossi de Yatenga, la chefferie Mossi d'Ouritenga, et ainsi de suite. Donc, à partir de mon musée, j'ai fait de telle sorte que toutes les informations puissent être obtenues. Par exemple, revenons un peu à Wayouya, je connais bien quand on plaisante, mais je n'avais pas toutes les données des chefs de Wayouya. Bousma, qui est aussi celui des 5 chefs reconnus, je n'avais pas. Et quand on vient, on voit, on a tous les chefs de Bousma, les chefs de Bousma, Tinkodougou. Donc, vraiment, quand on revoit tout ça, ça nous ramène quand même un petit peu à notre histoire. Un regard rapide sur l'arbre généalogique des chefs coutumiers du royaume gourmanché nous enseigne que de 1963 à 1973, le royaume gourmanché, du fait d'une décision gouvernementale du président Maurice Yamego, est demeuré sans chef. Les chefs qui ont marqué le royaume gourmanché seraient Diaba Lompo, Tidarpo, Yendabili et Simadari. Tidarpo a marqué son histoire depuis Oyobango. Son fils Untani, c'était l'organisateur. Il a organisé le peuple. C'est avec lui qu'il y a eu l'expansion, en somme, du royaume gourmanché. Le plus guerrier, c'est Yendabili. Et c'est sans conteste, c'est lui. Et c'est lui qui a vaincu les Tchekoussi. Simandari a marqué l'histoire du Gourmou. Outre les portraits des chefs coutumiers, le musée expose aussi des photographies des chefs d'État du Burkina Faso, des photographies des papes et des grands hommes qui ont marqué l'histoire du monde. Le musée Yempalo du Gourmou est une sorte de gros livre d'histoire avec plein de photographies. Le visiter, c'est découvrir l'histoire de la Haute-Volta redevenue Burkina Faso d'aujourd'hui. Plus de 300 bénévoles qui ont contribué activement à la réussite de la 23e édition du FESPACO ont reçu des attestations de reconnaissance. Cette cérémonie visait à matérialiser l'engagement des bénévoles pendant le festival de Ouagadougou. Yolande Lompo. L'organisation de la 23e édition du FESPACO fut un succès selon ses organisateurs. Un succès obtenu grâce en partie à la contribution des bénévoles mobilisés au sein des différentes commissions. La première édition a eu lieu en 2011. Pour l'édition de 2013, nous avons reçu 345 volontaires. Je crois qu'au-delà de procurer pendant une période courte une occupation pour ces jeunes, cela démontre aussi l'esprit de civisme. Parce que lorsqu'on vient au FESPACO, ce n'est pas seulement être occupé, mais ça apporter sa contribution à l'organisation d'une grande manifestation. Et une grande manifestation, on a besoin de civisme, on a besoin de don de soi, on a besoin d'amour pour son pays, on a besoin d'être engagé pour une cause. Et justement, la présente cérémonie organisée par le groupe d'intérêt public, Programme national de volontariat au Burkina Faso, GIP-PNVB, a pour but de remercier ces bénévoles, les féliciter et consolider leur engagement pour le succès de l'organisation de cette biennale. Au nombre de 345, ils ont obtenu leurs attestations. Cette participation à la 23e édition du FESPACO en tant que bénévole a été d'une grande expérience pour moi et pour tous les bénévoles. Ça a été une richesse qu'on ne peut accueillir ailleurs que sur un terrain de ce genre, c'est-à-dire dans le bénévolat. Profitant de l'occasion, des attestations de reconnaissance ont été également remises à certaines structures de la place. L'une des ambitions de ce groupe d'intérêt public est de renforcer sa visibilité et à ce jour, il compte près de 9 centres régionaux. Les compagnies de téléphonie mobile ont lancé la 3G pour leurs abonnés. Qu'est-ce que la 3G? Comment l'utilise-t-on? Ou encore, est-ce qu'elle respecte les normes en vigueur, ses avantages et ses inconvénients? Pélagie Bempanomé Savadogo est allé à la rencontre de l'autorité de régulation, des opérateurs de téléphonie mobile et des consommateurs pour en savoir plus. Je vous propose donc son dossier.
Avec l'avènement de la mondialisation, les besoins des populations en matière de communication deviennent de plus en plus croissants, si bien que l'utilisation des appareils tels les téléphones portables et les ordinateurs est devenue une nécessité. Des appareils qui permettent non seulement de communiquer, mais aussi de se connecter à Internet. Alors que la plupart des utilisateurs naviguent à la vitesse de la deuxième génération de téléphonie mobile avec d'énormes difficultés liées à sa fiabilité, quelques compagnies ont récemment annoncé le lancement de la troisième génération à Ouagadougou. Déjà, nous avons demandé donc à l'autorité de régulation à l'époque et ainsi au gouvernement de bien vouloir faire en sorte que la 3G soit accessible. Et ils ont accédé donc à cette requête et puis ont donc proposé donc un prix pour la licence de la 3G. La 3G+ permet aux clients d'accéder à Internet haut débit. Elle est importante parce qu'elle permet la démocratisation de l'accès à Internet, permet également la mobilité de l'accès à Internet. Au lieu d'être limité à un bureau ou d'être limité à une installation fixe, on est aujourd'hui dans la mobilité. Et nous offrons tout simplement le débit dont le client a besoin. Depuis quelques jours, nous entendons parler d'une innovation au Burkina qui est la troisième génération, que certains appellent 3G+, ou 3.75G. Alors, il faut savoir qu'en matière de DG, c'est de l'Internet mobile qui permet d'offrir des mails, de télécharger des vidéos, de pouvoir envoyer des photos, et avec un débit beaucoup plus rapide. Communément appelée 3G, cette nouvelle technologie est aussi appelée UMTS, Universal Moment Telecommunication Service. Selon l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, il s'agit d'une simple évolution des technologies déjà existantes. La radiocommunication a connu plusieurs phases. Il y a d'abord la première génération 1G qui datait des années 1982 avec des systèmes de technologie qui fonctionnaient dans une plage donnée de fréquence dans la bande de 400 à 800 MHz. Après, c'est devenu la deuxième génération que vous connaissez tous, ce que nous utilisons aujourd'hui. C'est la deuxième génération qu'on appelle communément le GSM ou alors GSM 900 ou bien GSM 1800. Qui est la deuxième génération que nous avons connue. Et dans cette technologie, si vous avez bien suivi un peu l'évolution, on a commencé d'abord par des systèmes, quand les réseaux étaient venus, c'était la voix. Ensuite, on a un peu ajouté des données. On a un peu ajouté des messages courts qu'on appelle SMS, des MMS, beaucoup de services. Et toute cette évolution-là est arrivée à un autre niveau qui s'appelle aujourd'hui la 3G, c'est la troisième génération. La particularité de la troisième génération est l'augmentation du débit de l'Internet, c'est-à-dire la vitesse de transmission des données. Contrairement à la deuxième génération, le consommateur peut désormais télécharger ses fichiers, quel que soit le poids, en un temps record. Aujourd'hui, avec la 3G, c'est vraiment un boulevard qu'on permet aux abonnés, aux utilisateurs, de pouvoir télécharger les fichiers qu'ils ont, que ce soit tout type de téléchargement. Que ce soit les textes, que ce soit l'image, que ce soit les données, et ils peuvent surfer sur Internet à très grande vitesse. En tant qu'opérateur, ce que cela nous rapporte, ça renforce donc la qualité des communications que nous pouvons avoir en termes de voix, mais également en termes de data, c'est-à-dire de données, transfert de données sur Internet. La 3G, elle est la bienvenue et puis elle tombe au bon moment. Ça va nous permettre de faire plus facilement les recherches et d'avoir un bon débit. La 3G aujourd'hui, nous dans le secrétariat public, en tout cas ça nous facilite la tâche. On a des clients qui viennent, qui ont besoin de prendre des données sur les boîtes. Donc au lieu d'aller dans le cyber, il prend directement et puis il fait ses impressions. Donc vraiment, c'est un atout pour nous, quoi. Elle offre aussi l'opportunité à l'utilisateur de pouvoir effectuer des appels vidéo. Une innovation et un véritable tremplin pour l'épanouissement des jeunes. Les jeunes aiment surtout télécharger la musique. Ils sont à l'aise. Les films aujourd'hui, ils peuvent télécharger facilement. Ils se connectent sur les réseaux sociaux et en tout cas, ils naviguent vraiment à l'aise. La 3G, en matière d'innovation, ça permet de réduire le temps
Voilà, surtout quand tu veux faire des recherches, ça va plus vite comparativement à l'ancienne formule. Mais l'accès exige un téléphone portable compatible ou une clé de connexion. Le demandeur ou l'abonné doit également se souscrire à un tarif afin de bénéficier du débit auquel il désire se connecter. Aujourd'hui, les opérateurs nous offrent, il y a du 3,6 mégabits, il y a du 14,4 mégabits. C'est vraiment des capacités vraiment élevées. Et en termes de volume de stockage, on peut aller jusqu'à 1 gigaoctet, 2 gigaoctets, 5 gigaoctets par mois. Imaginez un peu 5 gigaoctets, si vous devez seulement mettre des messages, des emails que vous recevez, je risque fort que vous n'allez pas stocker, vous n'allez pas occuper toute la capacité pendant un mois. Pour les tarifs que j'ai vus, bon, pour le moment, c'est attirant. L'avènement de la 3G pourrait contribuer un tant soit peu à répondre aux besoins actuels de communication et d'information des populations. Selon l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les opérateurs de téléphonie mobile doivent se doter de lignes efficaces de transmission de données afin d'éviter une saturation de la bande passante. La première session du comité de pilotage du programme d'appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques s'est tenue à Ouagadougou jeudi dernier. Cette session du comité de pilotage avait pour objectif d'examiner le rapport d'activité 2012 du programme. Nathalie Savadgo, reportage. 6 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe allouée par l'Union européenne au programme d'appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques PARGS. Cette somme devrait permettre au PARGS de renforcer la gestion des finances publiques et la production des statistiques pour appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre et le suivi de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD. Il s'agira d'examiner les documents du projet intitulé Programme d'appui au renforcement des finances publiques et des statistiques, et puis de voir dans quelle mesure on peut effectivement capter les attentes des différents bénéficiaires, effectivement aller vers les résultats. Le programme sera exécuté sur une durée de 36 mois et comporte 3 volets. Les volets finances publiques, renforcement des statistiques et appui à la gestion des procédures de Fonds européens de développement FED. Au sortir de cette rencontre, les membres du comité de pilotage devraient donner des orientations claires et fiables pour permettre aux autorités de prendre des décisions dans le sens du développement économique et social du Burkina Faso. Un atelier de formation sur la protection et la gestion durable de l'environnement se tient à l'intention des agents forestiers et environnementalistes. La rencontre vise à renforcer leurs capacités dans le cadre de leur profession. Yolande Lompo, précision. Ce sont de nouveaux forestiers et environnementalistes à l'école de la protection et de la gestion durable de l'environnement. Une session de formation organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui se veut un cadre d'information dans le but de renforcer leurs capacités. Au sein du ministère, certainement, il y a des actions prioritaires, notamment avec l'initiative Pauvreté Environnement. Il y a des dispositions nouvelles qui ne sont pas enseignées à l'école. Et donc, il est important qu'effectivement, les nouveaux agents qui viennent et qui vont se mettre sur le terrain, qui vont expliquer les orientations du ministère, puissent s'approprier de ces questions-là. Mais également, nous avons dit que c'est bon, comme ce sont des nouveaux fonctionnaires, qu'ils puissent apprendre également leurs droits et devoirs par rapport aux textes réglementaires, législatifs et réglementaires de notre pays. Au cours de cette formation, c'est une police environnementale qui est désormais mise en place au Burkina Faso. Sa mission, promouvoir non seulement la protection et la gestion durable des faunes et forêts, mais aussi lutter contre la pauvreté. Cette activité a été rendue possible grâce au soutien du PNUD, résolument engagé dans la valorisation du patrimoine environnemental au Burkina. Le PNUD a inscrit au titre du pilier de la réduction de la pauvreté et de l'atteinte des OMD une composante qui concerne la protection des ressources naturelles et la gestion durable de l'environnement. Dans ce cadre-là, nous avons un certain nombre d'initiatives qui visent à la mise en œuvre au niveau pays des 3 grandes conventions internationales
notamment celles qui concernent les changements climatiques, d'une part, la protection de la biodiversité par ailleurs, et troisièmement, tout ce qui concerne la gestion des questions liées à la désertification. Cette rencontre est aussi une occasion pour le département de Salif Ouedraogo de partager la nouvelle vision du ministère en charge de l'environnement et du développement durable en matière de promotion de l'économie verte, qui est une économie basée sur les ressources naturelles pour l'amélioration des conditions de vie au Burkina. L'ONG suisse Nutri, qui intervient dans la préservation de l'environnement au Burkina Faso, fête son 10e anniversaire. Nutri œuvre dans cette province en faveur de la promotion des techniques de récupération des terres, la gestion et l'exploitation durable des ressources naturelles. L'ONG a fêté hier à Gampela son anniversaire et les meilleurs acteurs de protection de l'environnement ont été primés. Moumouni Soubega. Plus de 220 forêts mixtes réalisées, 1500 monitrices formées en technique de fabrication de foyers améliorés, en valorisation des produits forestiers non ligneux et en technique de protection des forêts. Ce sont quelques-unes des actions menées par l'ONG suisse Nutri pendant ses 10 années d'existence. Sa vision, c'est de contribuer à faire face aux effets des changements climatiques et à la dégradation de l'environnement. Aujourd'hui, ils ont des revenus pour survivre, mais aussi dans l'avenir, ils ont une sécurité alimentaire. Et par exemple, en l'année 2012, on a pu économiser à travers nos 15 000 foyers construits de nos jours 13 tonnes 500 de bois. Les résultats de ces actions sont aujourd'hui visibles et ce sont les bénéficiaires qui l'ont démontré à travers la pratique des leçons apprises de Nutri. Les meilleurs dans la fabrication de foyers améliorés et la technique de mise en défense des forêts ont reçu des prix composés essentiellement du matériel. Il y a beaucoup de larves qu'on a planté et puis aussi on a fait les formations de la riz, de l'emiel aussi, et puis on enlève des foins, donc on a cultivé bande culturelle, donc en tout cas c'est à cause de ça qu'on a eu des fruits. Vraiment moi je suis très content. Donc je suis venu personnellement pour les encourager, pour exprimer au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, au nom de l'exécutif, l'appui et la reconnaissance de tout le peuple burkinabé quant aux actions concrètes qu'ils font sur le terrain, qui sont visibles et qui rentrent en droite ligne dans les actions à mener pour réduire la pauvreté, pour lutter contre la désertification et la déforestation. L'ambassadeur de Suisse au Burkina a également salué ces actions de Nutri qui, selon lui, contribuent à renforcer la coopération entre les deux pays. C'est en 2003 que Nutri a démarré ses activités au Burkina Faso. Elle intervient pour l'instant dans cette province et compte couvrir les années à venir toutes les localités menacées par la désertification. 2 malfrats ont été arrêtés par la brigade de recherche de gendarmerie de Ouagadougou. Le premier malfrat est l'auteur de faux documents qu'il vendait à ceux qui voulaient bénéficier du FONER. Le deuxième bandit se serait livré à de nombreux cas de viol et d'attentats à la pudeur dans un des quartiers de Ouagadougou. C'est Sylvestre Da. Le 2 mai 2013, un étudiant en droit de l'université de Ouagadougou, appréhendé en possession de faux documents qu'il comptait utiliser pour bénéficier illégalement du FONER, le Fonds national pour l'éducation et la recherche, est conduit à la gendarmerie de Paspanga. Des investigations entreprises par la suite ont permis aux forces de l'ordre de mettre la main sur le présumé auteur de la fabrication des faux documents. Le présumé auteur de faux et usage de faux en écriture publique est un sans-emploi titulaire d'une maîtrise et d'un master 2 en droit. Il serait aidé par un complice. Ce dossier ainsi constitué est déposé au niveau du FONER. Si le dossier est accepté, le bénéficiaire est tenu de leur donner comme une somme de 40 000 francs. Et pour l'année académique 2011-2012, ils ont réussi à faire passer 23 dossiers. Pour cette année académique, 26 dossiers étaient en instance. Le second présumé malfrat, présenté à la presse par la gendarmerie, est un expatrié. Il se livrerait à des actes de viol et d'attentats à la pudeur sur des mineurs à Karpala, un quartier de Ouagadougou. Avec son ordinateur portable, il a des jeux qu'il amuse les enfants avec ces jeux. Ensuite, il leur fait voir des films pornographiques. Donc, ayant acquis une emprise sur ces petits-enfants, il les amène à se doucher avec lui. Ensuite, il passe à la fellation. À ce jour, nous avons recensé
17 victimes. Tous des garçonnets. Leur âge varie entre 4 et 14 ans. La conférence de presse a été une occasion pour les forces de l'ordre d'interpeller une fois de plus les populations à plus de collaboration. Quant aux deux malfrats, leur dossier se trouve désormais entre les mains du procureur du Faso. À Niamey, suite à une tentative d'évasion de 3 prisonniers, membres de la secte Boko Haram et inculpés pour association de malfaiteurs avec une entreprise de terrorisme, ces 3 prisonniers ont abattu 2 gardes et blessé 3 autres dans leur tentative. Ils ont été arrêtés après 45 minutes d'échange de tirs. Le calme est revenu à Niamey après la panique, ce samedi par la tentative d'évasion de 3 prisonniers. Membres de la secte islamique Boko Haram, inculpés pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, les 3 hommes étaient détenus depuis plus d'1 an à la maison d'arrêt de Niamey. Samedi, aux alentours de 15 h, ils ont abattu 2 gardes et en ont blessé 3 autres. L'échange de tirs a duré 45 minutes. Les 3 assaillants ont été maîtrisés. L'enquête ouverte a été confiée directement au service central de lutte contre le terrorisme. J'ai décidé moi-même de saisir d'ores et déjà un juge d'instruction pour commencer l'enquête. Les 3 hommes ont été rapidement arrêtés. Reste à savoir comment ont-ils pu se procurer l'arme automatique qu'ils ont utilisée contre les gardes. Autre question, ont-ils reçu de l'aide? Des témoins racontent en effet avoir entendu des tirs à l'extérieur de la centrale. Le Niger est désormais en guerre. Nous avons besoin de du sens de responsabilité de nos compatriotes pour mener cette guerre avec beaucoup d'engagement, mais avec beaucoup de sérénité. Ces propos s'expliquent par la tension qui règne en ce moment dans le pays. 2 attaques revendiquées par des groupes djihadistes ont eu lieu fin mai dans le nord du pays. Ces attentats suicides, les premiers de l'histoire du pays, avaient fait une 20aine de morts. Sport football, les étalons ont été battus cet après-midi à Alger par les Fennecs d'Algérie sur le score de 2-0. Ce match amical comptait pour les préparatifs des éliminatoires du Mondial 2014 au Brésil. La finale en football de la 15e édition du tournoi olympique du Passoré Top s'est jouée hier au stade Oumarou Kanazoué de Yako. La rencontre a opposé Tema Boquin à Arbolé. Arbolé s'est imposé au tir au but 4-3 au terme du temps réglementaire. Le score était de 1 but partout. Reportage Abdoulaye Kaboré. La finale de football du tournoi olympique du Passoré Top oppose Tema Boquin en jaune et noir à celle de Arbolé en jaune, finaliste malheureuse l'an dernier. Après le coup d'envoi, il a été donné au public de voir 2 équipes entreprenantes. Tema Boquin, amené par Oumarou Ouedraogo, Antoine Kwama et Issaka Kwanda, titillent l'adversaire. Jean-Baptiste Sawadogo et Fatafa Nabaloum de Arbolé tentent de trouver la moindre brèche dans la défense des Boquins. Ni Arbolé ni Boquin ne parviendront à marquer jusqu'à la pause, malgré les alléchantes promesses venant de la tribune. La pause est mise à profit par certaines autorités pour laisser parler leur cœur en faveur des collectivités locales. Edi Komboigo, PDG de Kafika, a offert des chèques d'une valeur totale de 58 500 000 francs CFA aux 9 communes du Passoré pour la réalisation de forages. Après cet acte de générosité, le jeu reprend. Arbolé ouvre le score par le bien de son véloce attaquant Fatafa Nabaloum. Quelques instants après, les jaunes et noirs égalisent sur pénalty par Issaka Kwanda. Plus rien ne sera marqué au terme du jeu. Et c'est au tir au but que les jaunes et verts vont mieux s'illustrer 4-3. Arbolé remporte ainsi la finale et gagne la somme de plus de 2 millions de francs CFA donnée par la promotrice, le parrain et d'autres partenaires, en plus le trophée, un jeu de maillot, 20 portables et 3 ballons. L'initiative de la promotrice du top est saluée par le ministre des Sports et des Loisirs, le colonel Yacouba Ouedraogo, patron de la cérémonie. C'est le lieu pour moi de féliciter non seulement la promotrice, mais les politiciens de cette région
qui ont compris qu'ensemble, nous pouvons construire notre pays à travers le sport. Dans la cohésion, on peut faire beaucoup de choses. Fatou Djendjere et le parrain Hippolyte Guingéré se disent satisfaits du déroulement du top version 15. Nos promotrices à travers l'association Wellhore pour le bien-être, je dirais comblées ce soir à travers ce que nous avons pu voir comme jeu des deux équipes finalistes, Tema Boquin et Arbolé. Nous sommes très satisfaits de vraiment qu'il y a deux équipes, deux communes rurales qui ont pu même déstabiliser l'équipe de Yako et qui sont arrivés à la finale. Et vraiment, je félicite l'équipe de Arbolé. À l'occasion, la présidente de l'association Wellhore, initiatrice du top, a remis une attestation de reconnaissance pour le président du Faso, Blaise Compaoré, pour son soutien sans faille au tournoi olympique du Passoré. L'équipe communale de Yako a été présentée à l'assistance. C'est tout pour cette édition. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à préparer et présenter le journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.